On a ici une matrice circulante. Ses coefficients sont des éléments de Z. Et on veut calculer son déterminant modulo P. C'est une matrice de taille PP. Et donc, comment elle est formée, cette matrice circulante? Donc, sur la diagonale, vous avez un nombre qui est A0. Juste au-dessus de la diagonale, vous avez A1. Donc, A1, c'est juste au-dessus de la diagonale et dans cette position ici, aussi, en bas à gauche. Au-dessus des A1, vous avez les A2. Donc, là, c'est les A2, ainsi de suite. On continue comme ça. Et à la fin du compte, les AP-1, donc ils sont là, juste au-dessous des A0. Et dans cette position ici. Donc c'est comme ça qu'elle est structurée. On veut calculer le déterminant. J'ai déjà fait dans un autre exercice le calcul d'une matrice circulante, mais non pas modulo P. Donc c'était voilà, une matrice à coefficient dans R ou C. Et on a calculé le déterminant circulant. Je vous laisserai un lien dans la description si vous voulez voir l'autre vidéo. Peut-être ça facilite un peu la compréhension. Si j'élabore un peu plus sur les explications là-bas, mais en principe, je dirais que voilà, le calcul modulo P n'est pas plus difficile. À la limite, c'est un peu plus facile en fait que le calcul dans R ou C, quitte à connaître quelques propriétés de calcul modulo P. Donc, c'est quoi notre plan de travail? Donc, on va considérer la matrice J suivante, qui est égale à 0 partout, donc 0 sur la diagonale, juste 1 au-dessus de la diagonale et dans cette position en bas à gauche et 0 partout ailleurs. Donc, J a des 0 partout, sauf là où la matrice initiale a les A1. Donc là où il y a A1, je mets A1 et partout ailleurs, je mets 0. C'est quoi l'intérêt de J? C'est que la matrice initiale, donc appelons ça la matrice A, est un polynôme en J. Donc c'est exactement comme l'exercice du déterminant circulant dans C. Cette partie, c'est une partie commune. Donc si je vais un peu vite dans cette vidéo, allez voir l'autre. 2. L'idée, donc dans l'autre exercice, c'était diagonaliser J. Et donc ça fournit immédiatement une diagonalisation pour A, parce que A est d'un polynôme en J. Mais ici, on va faire les calculs modulo P. Donc je vais considérer les AI, ou la matrice, comme une matrice dans Z sur PZ. Donc, quand on fait ça, on pourra pas diagonaliser J, mais il suffit de trigonaliser J. Et en déduire une trigonalisation pour A. Puis 3, calculer le déterminant de A. Si vous avez une trigonalisation, donc vous connaissez les termes de la matrice triangulaire semblable à A, ok, le déterminant de A, c'est égal au déterminant de cette matrice diagonale triangulaire. Et pour les matrices triangulaires, c'est très facile de calculer un déterminant. C'est juste le produit des termes de la diagonale. Donc c'est ce qu'on va faire. Et dans la partie 2, donc on va faire juste ce qu'il faut. On va pas chercher les matrices de passage, et c'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de ça. Ce qui nous intéresse, c'est juste les termes diagonaux de la matrice triangulaire semblable à J, ou semblable à A. Une première remarque avant de commencer, c'est sur le fait de pouvoir considérer A comme une matrice de Z sur PZ et calculer le déterminant et obtenir alors un élément de Z sur PZ. En fait, c'est pas la question posée. La question posée comme on la comprend. Donc A, c'est une matrice de Z, donc un coefficient dans Z. Il faut calculer le déterminant puis prendre modulo P. Donc est-ce que c'est la même chose? Calculer le déterminant puis prendre modulo P ou prendre les coefficients modulo P puis calculer le déterminant? Oui, c'est exactement la même chose, ça donne le même résultat. C'est juste parce que le calcul de déterminant ne fait intervenir que des sommes et des produits. Et la relation congruence, modulo P, est une relation compatible avec les opérations somme et produit. Donc on sait que si je prends la somme et puis je prends la classe modulo P, c'est la même chose que prendre les classes modulo P et puis prendre leur somme modulo P. On a aussi la propriété A fois B bar, c'est égal à A bar fois bar B bar. Donc commençons par le 1. La chose que je peux dire à propos de J, c'est que J est la matrice de la permutation circulaire suivante. Ça on voit E1 à EN, EN à EN-1, EN-1 à EN-2, ainsi de suite. Donc E4 à E3, E3 à E2, E3, E2 à E1, et voilà, E1 à EN. Donc le E1, je l'écris pas deux fois. Donc c'est une notation d'un cycle, donc une notation qu'il faut connaître. Et pardon, une correction, ici j'ai pas un N, j'ai un P, donc EP à EP-1. Donc j'ai P ligne P colonne dans cette matrice. Voilà, donc à la place du N, j'ai pas de N, j'ai de P, j'ai un P.
Donc deux choses qui sont P. La taille de la matrice et aussi P est le nombre premier modulo lequel on fait nos calculs. Donc si j'applique cette application, si je compose l'application avec elle-même P fois, ça enverra E1 au E1 et le E2 au E2. Parce que bon, vous appliquez une fois, ça envoie E1 à EP, une deuxième fois, ça envoie E1 alors à EP-1, troisième fois, ça envoie E1 à EP-2, ainsi de suite. P fois, ça envoie E1 à E1, mais pareil pour tous les autres coefficients. Donc je peux dire que J à la puissance P, c'est égal à l'identité de taille P. Mais si K différent de P, donc si K est un nombre entier compris entre 1 et P-1, alors J à la puissance K est différent de l'identité. Parce que ça n'enverra pas E1 à E1. Il faut appliquer vraiment P fois l'application pour envoyer E1 à E1. Mais alors, J à la puissance K, c'est égal à quoi pour K entre 1 et P-1? Donc J2, ça envoie E1 à EP-1, EP à EP-2, et puis E3 à E1. Donc ce qui se passe quand vous calculez J2, vous aurez dans J2, cette ligne avec les 1, ça va passer au niveau supérieur, donc vous aurez un 1 ici, des 1 ici. Et cette ligne aussi, ça va passer au niveau supérieur, donc j'aurai 2, 1 ici. Et le reste, c'est des zéros. Donc ça pour dire que J2, J au carré, c'est une matrice avec 1 à l'emplacement des A2, donc ici, ici, et là, et 0 partout ailleurs. C'est le même raisonnement, parce que J2 du E1, c'est E indice P-2, donc vous appliquez deux fois, vous tombez sur E indice P-2, donc vous devez avoir un 1 ici. J2 de E2, donc J de E2 c'est E1 et J de E1 c'est EP, donc J2 de E2 c'est EP, donc l'image de E2, ça doit être 1 ici, sur cette position, et 0 ailleurs, ainsi de suite. Donc tout ça pour dire la chose suivante. Pour tout cas, je vais dire entre 1 et P-1, JK est défini par, donc, ça contient des 1 à l'emplacement des AK et 0 ailleurs. Donc, en particulier, JP-1, ça contient 1 à l'emplacement des P-1 et 0 partout ailleurs. Et la conclusion ici, ça donne immédiatement A, la matrice initiale A, comme un polynôme en J. Donc, on a que A, n'est autre alors que A0 fois l'identité de taille P, qui est égale à JP par ailleurs. Donc, plus A1 fois J, plus A2 J2, jusqu'à A indice P-1, J à la puissance P-1. Et voilà. On a écrit A comme un polynôme en J. Passons à l'étape 2. Donc, il faut trigonaliser J. Une façon simple pour faire ça, bon, il y a deux façons pour faire ça. Soit on calcule le polynôme caractéristique de J, donc je mets un moins X sur la diagonale et je calcule le déterminant. Et la façon la plus simple, c'est de développer selon la première colonne. Donc vous aurez le polynôme caractéristique de J. Soit je vais faire un autre argument ici qui découle de ce que j'ai dit déjà dans l'étape 1, qui est que J à la puissance P égale identité. Donc J à la puissance P égale identité, IP. Ça donne que le polynôme xp-1 est annulateur de J. C'est un polynôme annulateur de J. Mais modulo P, donc c'est un polynôme de Z sur PZ de X. Et dans Z sur PZ de X, xp-1 c'est x-1 à la puissance P. Donc x-1 à la puissance P est un polynôme annulateur de J. Donc c'est une chose à connaître. Dans Z sur PZ, donc A plus B à la puissance P, c'est AP plus BP. Pourquoi? Il reste tous les termes du milieu. Mais les termes du milieu sont des termes de la forme P choisit K, A à la puissance K, B à la puissance N-K. Mais on sait que, donc ça, c'est divisible par P. Parce que ça contient P au numérateur, pas de P au dénominateur, donc le P qui est un nombre entier ne simplifie pas, et ça reste divisible par P. Donc dans modulo P, c'est égal à 0. Tous les autres termes modulo P sont nuls. X-1 à la puissance K n'est pas annulateur si K est compris entre 1 et P-1. Et donc la conclusion, je sais que le polynôme minimal doit forcément diviser le polynôme annulateur, x-1 à la puissance P. Donc il doit être de la forme 1 sur Cx-1 à la puissance K, mais les autres ne sont pas annulateurs. Donc conclusion,
x moins 1 à la puissance p est le polynôme minimal de J. Et je répète, J est vu comme une matrice à coefficient dans Z sur PZ. Tous les calculs se font dans Z sur PZ. Très bien. Donc je connais le polynôme minimal, mais le polynôme caractéristique, en résultat classique, ça divise le polynôme minimal, et ils ont aussi le même degré. Parce que le polynôme caractéristique, c'est le degré P, c'est la taille de la matrice, et le polynôme minimal ici, c'est, bon, on vient de voir que c'est le degré P, mais je sais que le coefficient dominant du polynôme caractéristique, c'est quand je mets moins x sur la diagonale et je calcule, donc le coefficient dominant c'est moins à la puissance p, et donc je peux dire que le polynôme caractéristique de J, c'est au terme, au signe près, c'est la même chose que le polynôme minimal. Parce qu'ils le divisent et ils ont le même degré. En fait, il y a moins 1, mais peu importe. Donc c'est moins x moins 1 à la puissance p. On voit pourquoi en fait que J n'est pas diagonalisable, parce que le polynôme minimal n'est pas à racine simple. Pour être diagonalisable, il faut que le polynôme minimal soit à racine simple, c'est pas le cas ici. Mais, vu que le polynôme caractéristique est scindé, donc c'est un polynôme scindé, sur Z sur PZ, donc seule racine c'est 1 en fait. Donc la matrice est trigonalisable. Donc J est trigonalisable, donc soit Q dans GLP de Z sur PZ, tel que J soit égal à Q moins 1 fois une matrice triangulaire avec les valeurs propres sur la diagonale, mais voilà, donc sur la diagonale, je dois avoir, la seule valeur propre, c'est 1 en fait. C'est la seule racine du polynôme caractéristique, donc je dois avoir 1 sur la diagonale, 0 au-dessous de la diagonale, et bon, quelque chose en dessus. Donc j'ai Q moins 1 fois cette matrice, fois Q. Donc ça fournit une trigonalisation de J. Ça donne aussi le déterminant de J. Le déterminant de J, c'est le déterminant de la matrice triangulaire. Donc c'est égal à 1. De matrices semblables ont le même déterminant. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas le déterminant de J. C'est le déterminant de la matrice initiale A qui, elle, est un polynôme en J. Donc, donne-moi un nom à cette matrice triangulaire, appelons ça T. Je peux dire tout simplement pour tout K, JK, c'est égal à Q moins 1 fois T fois Q moins 1 fois T fois Q, etc. K fois, mais à chaque fois que vous avez Q fois Q moins 1, ça se simplifie. Donc vous aurez que JK, c'est Q moins 1 fois T à la puissance K fois Q. Et T à la puissance K, c'est une matrice triangulaire aussi, parce que c'est, voilà, produit de deux matrices triangulaires supérieures. Et ma matrice initiale A, c'est ce truc-là. Donc j'aurai que A, donc je vais l'écrire comme ça, A, c'est Q moins 1 fois A0 identité fois Q. Donc clairement, l'identité, c'est Q moins 1 identité Q, parce que l'identité commute avec tout le monde. À la place du A1, je vais mettre Q moins 1 fois T fois Q. Donc, et je vais mettre le coefficient A1 à l'intérieur. Donc Q moins 1 fois A1 T fois Q. À la place du J2, je mets Q moins 1 T2 fois Q, et j'entre le A2 à l'intérieur. Donc Q moins 1 fois A indice de J2 fois Q, ainsi de suite. Et quand je mets Q moins 1 en facteur à gauche et Q en facteur à droite, j'aurai directement une matrice triangulaire semblable à A, parce que la matrice qui reste à l'intérieur, c'est une matrice triangulaire. Donc quand on met Q moins 1 à gauche et Q à droite, à l'intérieur on aura A0 identité, plus A1T, plus A2T2, jusqu'à A indice P-1, T à la puissance P-1. Et maintenant, la constatation qui reste est assez simple. Donc chacun des T à la puissance K sont des matrices triangulaires avec 1 sur la diagonale. Parce que c'est comme ça que le produit matriciel fonctionne. Si vous multipliez une matrice triangulaire avec que 1 sur la diagonale avec une autre matrice triangulaire avec que 1 sur la diagonale, bon, vous resterez avec 1 sur la diagonale. Donc en tout et pour tout, cette matrice-là, c'est une matrice triangulaire avec, sur la diagonale, vous avez A0 plus A1 plus A2 jusqu'à A indice P-1. Et maintenant, on veut le déterminant de A. Oui, ok, le déterminant de A, c'est le déterminant de cette matrice triangulaire du milieu. Donc déterminant de A, c'est égal à A. Déterminant de matrice triangulaire, c'est le produit des termes de la diagonale, mais chaque terme de la diagonale, c'est A0 plus A1 jusqu'à A indice P-1. Ce nombre est multiplié avec soi-même P fois, donc je dois faire le nombre à la puissance P.
modulo P, voilà, je sais que XP est concru à X modulo P, petit théorème de Fermat. Donc ça, c'est la même chose que A0 plus A1 jusqu'à AP moins 1 modulo P. Donc attention, tous les calculs ici se font modulo P. Donc ici, plus, c'est plus modulo P. Même les AI sont considérés des classes modulo P. La puissance, c'est modulo P. Et les calculs matriciels ici, produit matriciel, c'est dans quel espace de matrice? C'est dans MP de Z sur PZ. Je peux le faire dans MP de K, dans Mn de K, pour n'importe quel cas, donc je le fais pour K égale Z sur PZ. Ici, le polynôme, c'est dans Z sur PZ de X, et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, je n'ai pas changé les notations. J'aurais pu le mettre à la place du plus, plus bar, ou du fois, fois bar, etc. On peut faire ça. À la place de AI, je peux mettre AI bar. Donc, on n'a pas fait ça. Il faut s'habituer à ce genre de calcul. Quand il n'y a pas de confusion, on peut, voilà, rester avec les mêmes notations, mais garder en tête que tous les calculs se font modulo P.